Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous êtes nouveau sur ma chaîne, cela me motive vraiment à continuer de créer des récaps d'animes pour vous tous. L'histoire commence avec un sage combattant un dragon, et il le vainc. Ensuite, il pense que son blason n'a plus de place pour la croissance, et il mentionne que son blason appelé le premier blason se spécialise dans la création. Le deuxième se spécialise dans la puissance, le troisième se spécialise dans le tir rapide, et il mentionne que le quatrième se spécialise dans le combat, et c'est le blason dont il a besoin s'il veut devenir plus fort. Il affirme que le blason d'une personne ne peut pas être changé après la naissance, et il se réincarne dans le futur. La scène change ensuite pour montrer un garçon nommé Mathias Hildesheim se dirigeant vers la capitale pour passer l'examen d'entrée à l'académie de magie. En chemin, il dit à son cocher qu'il y a un monstre de grade calamité à proximité, et le monstre apparaît alors. Mathias le bête facilement, ce qui surprend le cocher. Mathias arrive ensuite à la capitale et entre dans une boutique d'armes après avoir entendu la voix d'une fille. Il remarque que la fille veut que le forgeron refasse l'épée magique de son ami, mais le forgeron déclare qu'il ne peut pas refaire une épée magique. Mathias remarque ensuite que toutes les armes de ce magasin sont bien faites, mais les enchantements sont mal appliqués. La fille déclare ensuite qu'elle a besoin de l'épée pour demain, car son ami doit passer l'examen d'entrée à l'académie, et le forgeron dit que personne ne peut la faire aussi rapidement. Il dit alors qu'elle peut acheter l'une des épées prêtes à l'emploi, et la fille déclare que l'épée doit être assez légère pour qu'une fille puisse la manier d'une main. Le forgeron déclare alors qu'une arme enchantée peut seule le faire, et Mathias déclare qu'il fera l'enchantement. Le forgeron dit alors que Mathias ne devrait pas essayer de se montrer, et Mathias dit qu'il peut facilement gérer un enchantement de ce niveau. Le forgeron appelle alors le blason de Mathias le blason de l'échec, et il déclare qu'il est encore plus convaincu que Mathias échouera. La fille demande alors au forgeron de faire une épée avec une pierre magique, et elle déclare qu'elle va mettre sa foi en Mathias. Le forgeron fait ensuite l'épée, et la fille se présente comme Alma le Pucius, et Mathias se présente également. Alma mentionne ensuite que cette épée est pour une amie à elle, et son amie arrive alors dans le magasin. Mathias pense qu'elle est belle, et la fille déclare qu'elle n'a pas pu trouver de magasin capable de lui faire une épée magique pour demain. Alma présente ensuite Mathias à son amie, et la fille se présente comme Lurie Abandroth. Le forgeron déclare alors qu'il a terminé l'épée, et Mathias l'enchantait avec Nance Fortitude et Saint des styles, et il déclare qu'il a terminé. Les autres ne peuvent pas croire que Mathias ait enchanté l'épée si rapidement, et Lurie essaie ensuite l'épée et constate qu'elle a effectivement été enchantée. Les autres sont surpris de voir les compétences de Mathias, et le forgeron se demande si Mathias veut travailler pour lui, mais Mathias refuse. La scène passe ensuite aux examens pratiques de l'académie, et Mathias y rencontre Lurie et Alma. Lurie déclare qu'il devrait travailler dur pour réussir cet examen, et elle parvient à réussir son test d'escrime. C'est ensuite au tour de Mathias, et le capitaine de l'ordre des chevaliers, Gil, vient prendre son test personnellement. Il mentionne avoir entendu dire que Mathias est celui qui a enchanté l'épée de Lurie, et il déclare que Mathias aura besoin de quelqu'un de plus compétent qu'un examinateur normal, donc il sera celui qui le combattra. Mathias se bat alors contre Gil et parvient à le vaincre facilement. Les instructeurs déclarent ensuite qu'ils procéderont à l'examen de l'incantation, et ils mentionnent que les élèves doivent toucher les 5 cibles avec le sort de la flèche de feu. C'est d'abord au tour de Lurie, et elle utilise des incantations pour lancer des sorts et toucher les cibles. En voyant cela, Mathias pense que les incantations ont un faible taux de conversion magique, et il se demande pourquoi les gens les utilisent à cette époque. Lurie touche ensuite toutes ses cibles, et les autres élèves souhaitent également être nés avec un blason de gloire comme elle. Mathias mentionne ensuite que dans ce monde, le premier blason, qui est très compatible avec les incantations, est appelé le blason de la gloire, tandis que son quatrième blason est appelé le blason de l'échec, car il n'est pas compatible avec les incantations. C'est ensuite au tour de Mathias de passer le test, et il lance un sort sans utiliser d'incantation, ce qui étonne tout le monde. Mathias utilise ensuite son sort et détruit le terrain d'essai ainsi que les cibles. La scène passe ensuite à la cérémonie d'entrée de l'école, et nous voyons que Mathias et les filles ont réussi leurs examens et sont entrés à l'académie. Le directeur se présente alors aux élèves sous le nom d'Édouard, et après avoir prononcé un discours, il demande à Mathias de le visiter dans son bureau après la cérémonie. La scène passe ensuite à Mathias dans le bureau du directeur, et le directeur mentionne que Mathias a vaincu le capitaine de l'ordre des chevaliers lors de l'examen d'escrime et a détruit les terrains d'essai en lançant un sort sans mot magique lors de l'examen de magie. Il mentionne qu'il doit y avoir une raison profonde pour laquelle Mathias est si fort, mais il ne posera pas de questions à ce sujet, et il déclare qu'il a besoin de l'aide de Mathias. Il explique que Mathias a dû voir les autres élèves utiliser des incantations pour lancer leurs sorts,
et il explique que c'est parce que le lancement de sorts sans mots magiques est un style perdu. Il mentionne qu'il veut relancer le lancement de sorts sans mots magiques avec l'aide de Mathias, mais il y a une chose qui les empêche. Il explique que c'est leur académie sœur, appelée la Première Académie Royale, et qu'ils doivent suivre le programme de la Première Académie car elle est soutenue par la noblesse. Il mentionne qu'en raison d'eux, les sorts incantés sont la seule forme de lancement acceptée dans le milieu académique, et ils devront prouver la puissance du lancement de sorts sans mots magiques pour les contredire. Ils peuvent le faire lors de la prochaine compétition inter-école, c'est pourquoi il veut que Mathias les instruise tous dans le lancement de sorts sans mots magiques jusqu'au tournoi. Mathias accepte, et la scène passe ensuite à lui enseignant le lancement de sorts sans mots magiques aux étudiants. Tout d'abord, il montre comment fonctionne le lancement de sorts sans mots magiques, et les autres instructeurs leur montrent qu'ils peuvent aussi le faire maintenant. Mathias enseigne alors à tout le monde le lancement de sorts sans mots magiques, et Luri se demande pourquoi le lancement de sorts sans mots magiques a décliné s'il est si impressionnant. Mathias se demande aussi pourquoi cela s'est produit, et un mois passe, et maintenant c'est le moment de la compétition inter-école. Mathias est sur le lieu de la compétition inter-école, et Luri espère qu'il n'y a pas de choisi magique cette année. Mathias se demande ce que c'est, et Luri déclare que c'est ainsi qu'ils appellent les leaders avec de fortes capacités de lancement dans la première académie. Alma déclare que le capitaine de l'ordre des mages est également l'un de ces choisis, et Mathias pense qu'il y en a un ici, et que sa puissance magique est 10 fois supérieure à la sienne environ. Alma pense que c'est un niveau de puissance démoniaque, et Mathias ne peut pas croire que les démons sont encore en vie à cette époque. Il entre ensuite dans l'arène pour affronter 3 étudiants de la première académie. Les étudiants de la première académie se moquent de Mathias pour avoir un blason de l'échec, et ils se demandent s'il va les affronter seul. Mathias remarque alors qu'un des étudiants de la première académie est en réalité un démon, et qu'il utilise un blason factice pour se faire passer pour un humain. Le match commence alors, et Mathias traite facilement 2 des étudiants de la première académie, mais le démon est toujours debout. Le démon utilise accidentellement un sort sans incantation, et tout le monde est surpris de voir cela. Mathias croise ensuite le fer avec le démon, et il pense que ce sont les démons qui ont causé le déclin du lancement de sorts sans mots magiques pour les affaiblir. Il pense qu'ils ont dû infiltrer la première académie il y a longtemps, et qu'ils ont dû déclarer le 4e blason comme le blason de l'échec. Mathias blesse ensuite le démon et utilise un sort appelé Spell Shatter pour révéler la véritable forme du démon. Tout le monde est alors surpris de découvrir que l'étudiant était en réalité un démon, et Mathias tue ensuite le démon avant qu'il ne puisse s'échapper. Mathias ne peut pas croire que les démons ont infiltré l'académie, et il pense qu'il les a conduits à l'extinction dans sa vie précédente en tant que Gaius le Sage. La scène coupe ensuite à Luri enlaçant Mathias, et elle déclare qu'elle est contente qu'il soit en sécurité. Luri devient ensuite embarrassé par ses actions, et la scène passe ensuite à Mathias rencontrant le roi. Le roi déclare qu'il est impressionné que Mathias ait réussi à vaincre le démon tout seul, et il mentionne que personne n'a accompli un exploit comme celui-ci auparavant. Le roi demande ensuite à Mathias ce qu'il souhaite comme récompense, et Mathias pense qu'il devrait tout tenter, et il demande au roi de lui accorder les droits sur toutes les ressources trouvées dans les donjons du royaume. Mathias pense ensuite que les donjons sont l'actif le plus précieux d'un royaume, et dans sa vie précédente, les royaumes allaient même en guerre pour les obtenir, mais la connaissance magique a décliné depuis lors, et il est possible que dans l'ère actuelle, les gens ne connaissent pas leur valeur. Le roi accorde alors à Mathias un libre accès au donjon, et il lui dit que les 4 élus magiques qui étaient dans son royaume ont tous disparu. Il déclare que le premier élu est apparu il y a plusieurs centaines d'années, ce qui suggère que les démons ont infiltré leur royaume depuis des siècles. Mathias pense alors qu'après avoir poussé les démons au bord de l'extinction, quelques-uns d'entre eux ont dû s'infiltrer dans la société humaine, répandre une connaissance magique erronée et provoquer un déclin du pouvoir des humains. Le roi mentionne ensuite que Mathias a chassé les démons de leur royaume, et il se demande si cela signifie que la menace est passée. Mathias déclare alors que la situation est maintenant plus grave que jamais, et il mentionne que la prochaine étape des démons doit être de rassembler leurs forces et de dévaster ce royaume, et il prédit que cela leur prendra 3 mois pour se préparer à tout cela. Le roi pense qu'ils n'ont pas assez de temps, et Mathias mentionne que c'est plus que suffisant. Il déclare qu'ils doivent d'abord couvrir tout le royaume d'une barrière, et il mentionne qu'ils auront besoin d'un artefact de classe divine pour projeter une barrière permanente. Il mentionne qu'ils peuvent faire les préparatifs en un mois si tous les étudiants de la 2e académie travaillent ensemble, et le roi déclare qu'il placera sa confiance en Mathias, car ils n'ont aucun moyen de vaincre les démons eux-mêmes. La scène passe ensuite à un soldat emmenant Mathias dans la salle des trésors, et il déclare que le roi lui a donné la permission de prendre tout ce dont il a besoin dans cette pièce. Mathias remarque ensuite une épée, et il pense que c'est quelque chose qu'il a fabriqué dans sa vie précédente. Il pense alors que ce sera parfait pour le noyau de la barrière car elle est faite d'une matière encore plus résistante que l'oricalque.
Il prend ensuite aussi un pendentif qu'il a fabriqué dans sa vie précédente, et il pense que cela peut augmenter l'expérience acquise par une personne. La scène passe ensuite à Mathias enseignant aux étudiants l'incantation silencieuse de sort, et il déclare qu'il a plaidé auprès du roi pour la réévaluation de la théorie des incantations et des classements des blasons, mais il faut du temps pour que les choses changent. Alma et Luri viennent ensuite vers Mathias et déclarent qu'elles ont entendu dire que Mathias allait créer une barrière. Mathias déclare qu'il va le faire, et il mentionne qu'il va entrer dans un donjon pour rassembler des matériaux pour cela. Mathias pense alors que c'est toujours mieux d'avoir une équipe lors de l'exploration des donjons, et il se demande si les filles aimeraient rejoindre son équipe. Les filles déclarent qu'elles sont ravies de son invitation, mais qu'elles risquent de le ralentir. Alma mentionne qu'elle aimerait devenir plus forte, mais qu'elle n'est pas douée avec l'épée, et Luri déclare qu'Alma a toujours été meilleure avec un arc. Alma mentionne qu'on lui a dit que les arcs sont mauvais pour le combat, et Mathias déclare que ce n'est pas vrai, et il leur montre qu'elles peuvent imprégner les flèches de magie tout en utilisant des arcs. Alma pense que c'est génial, et elle accepte ensuite de rejoindre l'équipe de Mathias. Luri se demande ensuite si Mathias vient d'utiliser un enchantement, et Mathias déclare qu'il l'a fait, et Luri se demande si Mathias peut lui apprendre à faire des enchantements. Mathias déclare que le blason de Luri convient mieux aux enchantements qu'au combat, et Luri pense que c'est merveilleux, et elle accepte de rejoindre l'équipe de Mathias. La scène passe ensuite à l'équipe de Mathias dans un donjon sous leur académie, et Mathias leur explique que l'environnement et les monstres dans un donjon diffèrent d'un étage à l'autre. Il déclare que les monstres de cet étage ne devraient pas être trop coriaces, et il part en chercher un d'entre eux. Mathias revient ensuite avec un monstre, et il demande à Alma d'essayer de le toucher avec ses flèches. Il dit à Alma de canaliser sa magie dans la flèche tout en tirant, et Alma parvient alors à éliminer le monstre. Mathias enseigne ensuite à Alma comment contrôler la direction d'une flèche après qu'elle ait été tirée, et il lui dit de s'entraîner jusqu'à ce qu'elle puisse toucher 2 monstres avec une seule flèche. Alma part alors à la recherche de plus de monstres, et Mathias lui dit de s'assurer de collecter les pierres magiques que les monstres laissent tomber, car ils en auront besoin pour la barrière. Mathias dit ensuite à Luri qu'elle devra apprendre à lancer des enchantements, alors elle pourra avoir quelque chose sur quoi s'entraîner. Mathias brise ensuite le mur du donjon, et il apprend à Luri à affiner les rochers. Ailleurs, on voit qu'Alma peut maintenant éliminer 3 monstres avec une seule flèche, et elle revient vers les autres, et elle remarque que Luri a appris à affiner des armes. La scène passe ensuite à Alma et Luri portant des équipements fabriqués par Luri, et Alma n'arrive pas à croire que Luri puisse déjà fabriquer des équipements. Mathias déclare ensuite qu'ils se dirigeront aujourd'hui vers le 10e étage, et le groupe continue à s'aventurer plus profondément dans le donjon, et ils parviennent à éliminer facilement tous les monstres qui se présentent devant eux. Mathias pense ensuite que son pendentif peut consolider la puissance magique des monstres vaincus pour augmenter l'expérience de son équipe, et il pense que cela joue un grand rôle dans leurs améliorations. Un chien tueur apparaît ensuite devant le groupe, et Mathias leur dit d'être prudents, car ces types sont extrêmement dangereux. Luri et Alma travaillent ensuite ensemble pour combattre le monstre, et ils parviennent à le vaincre. Mathias déclare alors qu'il devrait installer un campement car il faudra un certain temps avant que d'autres monstres n'arrivent ici, et il utilise ensuite une pierre magique pour créer une barrière. Mathias se dirige ensuite vers les étages inférieurs pour obtenir l'adamantite dont il a besoin pour la barrière, et Alma se demande jusqu'où Mathias ira. Mathias déclare qu'il se dirigera jusqu'au 25e étage, et Alma déclare que personne n'est descendu plus profondément que le 23e étage, et que le groupe qui y est parvenu était la légendaire équipe de 30 hommes sous la protection du dieu de la magie Gaius. Mathias se demande pourquoi le dieu de la magie s'appelle Gaius, c'était son nom dans sa vie précédente, et il s'aventure ensuite plus profondément dans le donjon, et il parvient à trouver de l'adamantite. Mathias ressent alors la présence d'un monstre puissant qui pourrait être un boss de l'étage, et il décide de se battre contre lui. Mathias remarque alors que le boss de l'étage est un serpent arc-en-ciel, et il pense qu'il devra terminer ce combat rapidement car les vapeurs du venin du serpent vont bientôt toxifier l'air autour de lui. Le serpent attaque alors Mathias, le dévore, et Mathias fait exploser le serpent de l'intérieur. Il casse ensuite une pierre magique pour produire un épais voile de particules magiques, et il les rassemble toutes sur son épée, et il tue le serpent. Mathias retourne ensuite vers les filles, et il leur montre le monstre qu'il a vaincu, ce qui surprend les filles. L'histoire se poursuit et Mathias se rend à la guilde des aventuriers pour vendre le monstre qu'il vient de chasser, et la réceptionniste est surprise de voir le gros monstre. La réceptionniste se demande alors si c'est tout ce qu'ils veulent vendre, et Mathias déclare qu'ils ont aussi une pierre magique. La réceptionniste pense qu'une pierre magique de cette taille est un trésor national, et Mathias pense que ce n'est pas assez gros pour l'utiliser dans la barrière. La réceptionniste déclare alors qu'elle n'est pas sûre si la guilde peut se permettre tout cela,
et la guilde leur donne alors 750 pièces d'or pour tout cela. Plus tard, en revenant à l'académie, Mathias sent la présence de 2 démons se dirigeant vers la 2e académie. On voit alors que les démons volent au-dessus du royaume et discutent du fait que ce sont les étudiants de la 2e académie qui ont réussi à vaincre leur ami démon. Mathias déclare alors qu'un des démons est faible, mais que l'autre est plus fort que celui qu'il a affronté précédemment. Il mentionne qu'il va s'occuper du plus fort et demande aux filles de combattre le plus faible. Les filles doutent de leur capacité à combattre un démon, et Mathias déclare qu'elles ne doivent pas douter d'elles-mêmes avec leurs compétences actuelles. Il leur demande de gagner du temps jusqu'à ce qu'il ait vaincu le plus fort, et les filles acceptent. Mathias arrive alors près des démons et les attaque. Les démons se demandent alors s'il est celui qui a vaincu leur ami, et l'un des démons attaque Mathias avec un sort, mais Mathias prend le contrôle du sort pour attaquer le démon. Mathias déclare que ces sphères de contrôle restent un moment une fois qu'il les a invoquées, et Alma attaque ensuite le démon nommé Deshril avec son arc. Deshril se tourne alors vers Alma, et l'autre démon tente d'attaquer Mathias, mais Mathias brise son sort et l'attaque. Le démon Ashril et Mathias croisent ensuite le fer, et Mathias parvient à blesser le démon en utilisant les compétences à l'épée de sa vie précédente. Ashril tente de s'échapper, mais Mathias l'arrête et Ashril prend Mathias par surprise avec l'un de ses sorts, mais Mathias l'esquive également. Ashril tente d'utiliser sa magie de vol pour s'enfuir, mais Mathias perturbe le sort et le frappe avec un sort de foudre, mettant fin à Ashril. Ashril tente alors de sacrifier sa vie pour invoquer une horde de monstres, mais Mathias vainc Ashril. Nous voyons ensuite Alma et Luri combattre Deshril, le toucher et se retirer, répétant cette tactique pour gagner du temps. Mathias pense qu'elle s'en sort très bien et qu'il devrait mettre fin aux choses. Mathias arrive alors, et Deshril ne peut pas croire qu'il ait réussi à battre Ashril. Mathias prétend ensuite utiliser un sort qui peut éliminer un démon en un seul coup, mais il pense que c'est juste une mise en scène, car il ne peut pas utiliser ce sort avec son pouvoir magique actuel. Le démon a peur en voyant cela et tente de s'enfuir, puis Mathias dit à Alma de tirer. Alma tire sur son aile, et Mathias élimine le démon. Les gens en ville ne peuvent pas croire qu'un étudiant de l'académie ait réussi à vaincre 2 démons, et Mathias pense que cela pourrait devenir compliqué, alors il s'enfuit avec les filles. La scène coupe ensuite à Mathias, aux filles et à Édouard rencontrant le roi, et le roi les félicite pour leur victoire. Le roi se demande ensuite ce qu'ils veulent comme récompense, et Mathias demande au roi de lui donner autant de donjons que possible. Le roi accepte, et Luri et Alma déclarent ensuite qu'elles veulent de l'argent. Mathias sent ensuite la présence d'un démon dans la pièce, et il lui dit de sortir. Il dit au roi qu'un démon les observe, et il force le démon à parler, coupant sa connexion à cet endroit. Le roi déclare ensuite que cette voix appartenait au capitaine de l'ordre des mages, et il se demande s'il a réussi à trouver un moyen de les espionner. Mathias mentionne qu'il l'a fait, et il demande au roi s'il y a quelque chose de spécial à 348 km à l'ouest et à 4425 km à l'est d'ici. Il mentionne qu'il a ressenti une réaction de cette région quand il a détruit l'interface magique, et le roi mentionne qu'il y a un village détruit par les démons à cet endroit. Mathias pense que les démons doivent se cacher dans les ruines, et le roi ne peut pas croire qu'il ait réussi à découvrir leur emplacement. Mathias déclare alors qu'il devrait rendre visite aux démons, et Alma mentionne que cela leur prendra 6 mois pour voyager aussi loin. Mathias déclare que même son sort de téléportation ne peut pas les emmener aussi loin, et les autres ne peuvent pas croire que Mathias puisse utiliser la magie de téléportation. La scène passe ensuite à Mathias dans les montagnes avec les filles, et les filles se demandent comment ils vont se rendre chez les démons. Mathias déclare qu'ils le découvriront quand ils y arriveront, puis il va vers un dragon. Les filles pensent que c'est un dragon des ténèbres, un destructeur de royaumes légendaires. Mathias déclare qu'il va négocier avec le dragon et demande aux filles d'attendre ici. Mathias pense alors que ce dragon des ténèbres s'est battu contre lui dans sa vie précédente, mais qu'elle s'est rendue, alors il l'a laissé partir. Il pense que le dragon nommé Iris serait heureux de le revoir, et Iris déclare alors qu'elle n'a pas donné la permission à Mathias d'entrer dans son domaine et lui demande de partir. Mathias arrête alors l'attaque, et Iris demande à Mathias s'il connaît une personne nommée Gaius, et Mathias déclare qu'il est la réincarnation de Gaius. Iris s'excuse ensuite auprès de Mathias et déclare qu'elle ne savait pas qu'il était Gaius. Mathias dit ensuite au dragon qu'il a besoin de tuer quelques démons, mais qu'ils sont loin d'ici, donc il a besoin d'un moyen de transport. Iris déclare qu'elle ne peut pas emmener Mathias là-bas, car ses ailes sont endommagées,
et elle mentionne qu'elle a eu cette blessure lorsqu'un réacteur magique a explosé dans un royaume humain. Elle déclare que cela a provoqué des explosions dans d'autres réacteurs, plongeant l'humanité dans l'âge de pierre. Iris demande ensuite à Mathias s'il peut guérir ses ailes, et Mathias déclare qu'il ne peut pas les réparer parfaitement, mais que cela devrait suffire pour qu'elle puisse voler. Mathias dit ensuite à Iris son nom actuel et déclare qu'elle devrait commencer à parler en langue humaine maintenant. Mathias dit ensuite aux filles de venir ici et les présente les unes aux autres. La scène coupe ensuite au groupe volant sur le dos du dragon, et les filles ne peuvent pas croire qu'elle monte sur un dragon. Mathias dit ensuite à Iris où elle doit aller, et Iris vole vers leur destination. La scène coupe ensuite avec Mathias abattant un démon guetteur à la base des démons, et il remarque qu'il y a 2 démons ici. L'un d'eux est Hera, et il ne devrait pas poser de problème, mais l'autre est encore plus puissant qu'Ashril. Mathias s'infiltre ensuite dans leur base avec les filles et utilise la télépathie pour communiquer avec elles. Mathias déclare que les filles vont gérer l'attaque cette fois, et il leur donne un cercle magique en disant que cela les aidera. Ils entrent alors, et Mathias remarque que le démon se cache en utilisant un sort de dissimulation. Il déclare que ce sort masque également les émissions de puissance magique, et il dit aux filles de trouver un endroit dépourvu de puissance magique. Les filles trouvent alors l'un des démons et disent qu'elles ne peuvent pas trouver l'autre. Mathias leur dit de ne pas s'inquiéter de l'autre, et il leur dit de se préparer à combattre, et il perturbe le sort de dissimulation du démon. Alma tire alors une flèche sur le démon, et le démon se demande pourquoi Mathias ne l'attaque pas, et il doute que ce garçon soit le vrai Mathias. Il pense que le vrai Mathias n'aurait pas pu arriver ici si vite, puis il essaie de tuer Mathias. Mathias dit alors aux filles de continuer à tirer des flèches pendant qu'il occupe le démon, et le démon pense que ces petites flèches ne lui feront rien. Le démon se rend alors compte que ses mouvements deviennent lents, et Mathias explique que ses coéquipiers utilisent un magie poison qui fait coaguler la puissance magique interne d'un démon. Le démon ne peut pas accepter qu'il va perdre face à un imposteur, puis il utilise le sort du malheur, et Mathias dit que ce sort peut augmenter la force du lanceur au prix de sa vie. Le démon essaie ensuite d'attaquer les filles, mais il découvre qu'il n'a attaqué que leurs illusions, et Mathias dit que cette illusion avait aussi du magie poison mélangé, puis Alma tire sur le démon et le vainc. Mathias dit ensuite aux filles de lui laisser le reste, et d'attendre dans le ciel avec Iris. Mathias casse ensuite 3 magies-pierres, ce qui provoque la matérialisation du démon de la brume. Le démon de la brume déclare qu'il espère que Mathias est prêt à mourir puisqu'il l'a convoqué ici, et il mentionne qu'il est d'un niveau différent d'Hera. Mathias dit qu'il le sait, puis il utilise un sort sur lui-même. Les deux se battent alors, et le démon parvient à couper la main droite de Mathias. Le démon dit alors qu'il est temps pour Mathias de mourir maintenant, mais Mathias utilise la magie pour guérir son bras, et il pense qu'il a imprégné son bras d'un sort de récupération à l'avance. Il déclare qu'il l'a également imprégné d'un sort d'analyse, et grâce à cela, il connaît maintenant la nature magique de ce démon. Le démon ne peut plus porter ses attaques, et Mathias dit qu'il a laissé le démon lui couper le bras. Mathias attaque ensuite le démon, et le démon utilise le sort appelé sur-circuit magique, et Mathias dit que ce sort est similaire à celui qu'Hera a utilisé, mais les chances de mourir sont plus faibles dans celui-ci. Mathias empêche le démon d'utiliser ce sort, et le démon se demande comment Mathias a fait ça. Le démon se transforme alors en brume à nouveau, et il déclare que ce sort à lui peut transformer tout ce qu'il touche en brume. Mathias annule également ce sort, et le démon se demande ce qui se passe. Il déclare qu'il est le seul à utiliser ce sort, donc il n'y a aucune façon que Mathias ait une contre-mesure pour cela. Mathias déclare ensuite qu'il a analysé la nature magique du démon, et qu'il sait ce que le démon va lui lancer, il peut donc trouver toutes les contre-mesures dont il a besoin. Le démon commence alors à puiser la magie des environs, et Mathias explique qu'il a frappé plutôt le démon avec un sort qui peut le forcer à puiser de la magie excessive des environs, et le démon se demande si Mathias essaie de le faire exploser. Mathias dit qu'il le fait, puis il casse une autre magie-pierre pour augmenter la concentration de magie dans la zone, et le démon explose. L'explosion révèle un cristal, et Luri est heureuse de voir que Mathias est indemne. Alma demande ensuite à Mathias ce qu'est ce cristal, et Mathias dit que c'est un pilier de veines de dragon. Il mentionne que les veines de dragon sont des conduits de puissance magique qui parcourent la terre, et ils peuvent insérer un pilier de veines de dragon dans le sol pour puiser dans ce flux. Il pense qu'au vu du sort gravé dedans, les démons essayaient probablement de convoquer une grande horde de monstres qui pourrait être forte de 5000. Il pense que c'est pourquoi les démons étaient là, et il déclare que leur cible est la capitale.
Luri mentionne qu'ils doivent évacuer immédiatement les citoyens de la capitale, et Mathias mentionne qu'il n'y a pas besoin de se précipiter car l'explosion de tout à l'heure a dû perturber le sort et déplacer les points d'apparition d'environ 10 km de la ville. Mathias déclare qu'il devrait pouvoir gérer cela avec l'aide de l'académie, et il retourne ensuite à la capitale. Iris se demande alors ce qu'elle doit faire après avoir déposé Mathias, et Mathias dit à Iris de les rejoindre à l'académie en se transformant en humain. Il mentionne qu'ils peuvent rester ensemble si Iris rejoint l'académie, et cela pourrait lui faciliter la tâche pour se faire soigner. Iris déclare qu'elle ne connaît pas grand-chose aux écoles humaines, et les filles déclarent que cela ne posera pas de problème. Iris se transforme alors en fille, et la scène passe à Mathias montrant à Edward la preuve qu'il a vaincu Hera. Edward mentionne qu'à ce rythme, Mathias va vider le trésor, et Mathias mentionne qu'il veut qu'Edward accepte cette fille en tant qu'étudiante transférée. Edward déclare qu'elle devra passer l'examen de transfert, et il mentionne qu'elle devra obtenir 47 sur 50 pour réussir. Mathias déclare que cela ne posera pas de problème, et il pense qu'il doute qu'Iris puisse contrôler parfaitement son lancer alors qu'elle vient de prendre sa forme humaine. Si les choses dérapent, elle pourrait finir par détruire toute l'académie, alors il devra la surveiller pendant l'examen. Après, les filles demandent à Mathias quand il va parler à Edward de la horde de monstres, et Mathias mentionne qu'il attendra l'examen d'Iris car il ne veut pas créer de panique. Mathias donne ensuite à Iris un blason factice, et les filles disent à Iris de faire de son mieux aux examens de demain. La scène passe ensuite à l'examen d'Iris, et elle combat le capitaine des chevaliers, Gil. Elle lâche accidentellement son épée, la rattrape avec ses mains nues et l'envoie valser. Ensuite, c'est l'examen de lancer de sorts, et Iris détruit le terrain d'entraînement ainsi que les cibles. Edward pense ensuite qu'elle est bizarre, mais il ne peut pas la faire échouer, et il passe Iris à ses examens. L'histoire se poursuit, et Mathias demande à Edward comment se déroule la collecte des matériaux pour la barrière, et Edward mentionne qu'ils n'ont pas suffisamment de blasons de gloire, car la plupart d'entre eux sont inscrits à la première académie. Mathias déclare qu'il devrait demander l'aide de la première académie, et Edward mentionne que les deux académies n'ont jamais été en bons termes, alors il devra demander au roi d'intervenir dans cette affaire. La scène coupe ensuite au directeur de la première académie dans la deuxième académie, et le directeur est en colère d'avoir été convoqué par Edward. Edward déclare ensuite qu'il devrait en venir au fait, et il mentionne qu'il l'a convoqué ici parce qu'il veut l'aide des étudiants de la première académie pour former la barrière sur le royaume. Le directeur refuse, et les deux directeurs se disputent un moment, et finalement, ils acceptent de tenir une autre compétition, et cette fois, le perdant devra faire ce que le gagnant demande. Le directeur de la première académie mentionne qu'il a une condition, et il déclare que Mathias et ses membres de groupe sont interdits de participer à cette compétition. Mathias accepte, et la scène passe à la compétition. La première académie a envoyé toute sa classe d'étudiants, et en retour, la deuxième académie n'a envoyé que 5 étudiants pour les affronter. La compétition commence alors, et la deuxième académie parvient à gagner avant que les étudiants de la première académie puissent terminer leurs incantations. Le directeur de la première académie mentionne ensuite qu'il ne peut pas accepter ce résultat, et il déclare que ces 5 étudiants sont des bêtes, puis il demande à Edward de laisser ses étudiants combattre Iris à la place. Le directeur remarque alors qu'Iris est aussi une bête, et Edward se demande pourquoi les étudiants de la première académie utilisent des sorts incantés alors que le roi leur a ordonné de passer à des incantations sans mots. Le directeur déclare qu'il doit protéger les principes éducatifs du royaume même s'il doit aller à l'encontre de l'ordre du roi. Le roi arrive alors, et il demande aux gardes royaux de saisir le directeur pour avoir parlé de cette manière, et les gardes emmènent le directeur. Le roi ordonne ensuite aux étudiants de la première académie de travailler avec la deuxième académie et de les aider dans le plan en cours, et les étudiants comprennent. La scène passe ensuite à Mathias et à son groupe dans le donjon, et ils pensent qu'ils peuvent maintenant créer la barrière à temps, et les incantations sans mots devraient gagner en popularité avec cela. Luri demande ensuite à Mathias où ils vont, et Mathias déclare qu'ils vont chercher la pierre magique de 60 cm dont ils ont besoin pour le cœur de la barrière. Les filles se demandent comment Mathias va obtenir une pierre magique aussi grande, et Mathias déclare qu'ils vont invoquer un monstre. Les filles se battent alors contre quelques monstres dans le donjon, et Mathias pense qu'Alma et Luri progressent bien, mais Iris ne peut toujours pas contrôler ses pouvoirs. Luri déclare ensuite que c'est la première fois qu'elle atteint le 17e niveau, et Iris mentionne que quelqu'un qu'elle connaissait est allé jusqu'au 645e niveau. Mathias pense qu'Iris parle de lui dans sa vie passée, et la scène passe ensuite à Luri créant un cercle magique pour invoquer un monstre.
Mathias dit ensuite à Iris d'infuser la pierre magique dans le cercle avec de la magie, et il lui dit de le faire lentement, car trop de magie peut entraîner une catastrophe. Iris met accidentellement trop de magie, et ils finissent par invoquer un monstre que cet étage ne peut pas gérer, et le sol commence à s'effondrer, et le groupe de Mathias s'enfuit. Le groupe remarque ensuite qu'ils ont invoqué un dragon, et Iris essaie de l'attaquer, mais le dragon l'envoie valser. Mathias dit alors à Iris de provoquer le dragon, et Iris le fait. Pendant qu'Iris occupe le dragon, Alma tire quelques flèches sur lui, et Mathias met en place quelques cercles magiques. Iris et le dragon se battent alors, et Iris trouve étrange que le dragon n'ait pas encore utilisé sa respiration de dragon. Mathias mentionne que c'est parce qu'il la bloque, et il pense que les corps de dragon sont solides et ne peuvent pas être pénétrés par des flèches, ni affectés par des poisons, donc il n'y a qu'une seule manière fiable de vaincre un dragon. Mathias dit ensuite à Iris de s'éloigner, et il lui dit de provoquer le dragon pour qu'il utilise sa respiration de dragon. Iris le fait, et Mathias active son cercle magique, et son sort change la direction de la respiration du dragon, et il tue le dragon avec son propre sort. Le dragon est alors vaincu, et Iris prend sa pierre magique. Mathias se demande ensuite si Iris aimerait rejoindre officiellement son groupe, et Iris se demande s'il en est sûr. Les autres sont également d'accord avec Mathias, et Iris décide de rejoindre son groupe. La scène passe ensuite à Mathias disant à tout le monde qu'ils ont besoin d'entraînement pour améliorer la cohésion de leur groupe, et on voit que Mathias a détruit la cour de l'école pour créer un terrain accidenté pour leur entraînement. Mathias explique que le terrain accidenté aidera Iris à s'habituer à son corps humain, et Iris pense que c'est une excellente idée. Iris s'entraîne ensuite avec une coquille sur la tête, et elle doit protéger la coquille des flèches d'Alma, et pour cela, elle doit se déplacer avec le moins de mouvements possible. Cela s'avère difficile pour Iris, mais elle n'abandonne pas, et en même temps, Mathias dit à Luri de fabriquer des équipements pour pratiquer ses enchantements, et il déclare qu'il veut qu'elle fabrique son arme cette fois. Luri s'enthousiasme en entendant cela, et elle mentionne qu'elle va fabriquer un super équipement pour Mathias. Mathias déclare ensuite qu'ils ont récupéré beaucoup d'autres ingrédients dans le donjon, en plus de la pierre magique, et il dit à Luri de les utiliser pour lui fabriquer une arme. Il déclare qu'il veut qu'elle enchante 8 sorts sur son épée, et Luri mentionne qu'elle ne peut pas ajouter 8 sorts sur une seule arme, et Mathias mentionne que c'est impossible de mettre les 8 sur une seule lame, alors ils vont diviser la lame en différentes parties, et enchanter les parties séparément, puis assembler toutes les parties ensemble. Luri pense que c'est une idée incroyable, et elle suit ensuite cette idée pour fabriquer une lame pour Mathias. Pendant ce temps, nous voyons qu'Iris s'habitue également à se déplacer dans un corps humain. Mathias dit ensuite à Alma et à Iris de venir vers lui, et il déclare que Luri a fabriqué des armes pour chacun d'entre eux. Ils testent tous leurs armes, et ils pensent que ce sont de superbes armes. Mathias pense ensuite qu'il a maintenant un nouveau membre de groupe, et la popularité des incantations sans mots se répand également. Il pense qu'il n'aura plus besoin de rester ici une fois qu'il aura érigé la barrière et chassé ses démons. La scène change alors pour montrer Édouard disant aux étudiants qu'ils couvriront le royaume d'une barrière, et il mentionne que Mathias sera trop occupé à créer la barrière, donc le reste des étudiants devra protéger la ville en attendant. Par la suite, Mathias découvre que leurs détecteurs de magie ont repéré des signatures de démons, et les filles pensent que c'est trop rapide. Mathias mentionne qu'il détecte probablement la signature d'un sort de transport démoniaque appelé Magirod, et il demande à Alma et Luri de s'en occuper. La scène coupe alors à Alma et Luri se dirigeant vers l'endroit où se trouve le Magirod, et elle remarque qu'il reste encore un peu de temps avant l'arrivée des démons, alors elle prépare leurs préparatifs. Luri fabrique des flèches pour Alma et les imbue de sorts. Les démons apparaissent ensuite, et Alma et Luri travaillent ensemble pour les éliminer, et nous voyons qu'elles n'ont pas beaucoup de mal à les gérer. Le Magirod se referme ensuite, et les filles sont heureuses d'avoir éliminé les démons elles-mêmes. Les filles ressentent ensuite une montée d'énergie magique dans la capitale, et elles retournent. Mathias félicite les filles pour avoir vaincu les démons, et il explique que la montée d'énergie magique dans la capitale est due à une version plus avancée de Magirod, et ce sort sacrifie un démon pour réaliser un voyage à longue distance. Luri se demande ce qu'elle devrait faire, et Mathias mentionne que les démons apparaîtront probablement au-dessus de la deuxième académie. Il déclare qu'il aura besoin de temps pour préparer la barrière, et il demande aux filles de lui acheter du temps. Luri mentionne qu'elles feront de leur mieux, et elles se rendent ensuite sur les terrains d'entraînement de l'académie. Un démon apparaît alors au-dessus de l'académie et tente d'attaquer les étudiants de l'académie, mais l'attaque n'aboutit pas, car Mathias a déjà jeté un sort défensif là-bas. Les étudiants commencent maintenant à attaquer le démon, mais leur attaque ne l'atteint pas, et Alma parvient ensuite à tirer une flèche qui l'atteint.
Pendant ce temps, Luri a des problèmes à enchanter des flèches pour Alma, et elle demande à Alma de lui acheter un peu de temps. Les autres étudiants attaquent le démon pour gagner du temps pour Luri, et Luri remarque que c'est sa dernière pierre magique, et tout sera terminé si elle échoue cette fois. Elle essaie fort d'enchanter les flèches, mais le cercle magique est vraiment complexe, et cela lui demande tout ce qu'elle a à offrir. Alma dit alors à Luri de continuer, et elle déclare qu'elle lui fait confiance, et Luri donne tout ce qu'elle a, et elle parvient à enchanter la flèche. Alma tire ensuite sur les démons avec cette flèche, et elle prend le contrôle pour frapper le démon, et les autres étudiants attaquent le démon pour le faire tomber. Quelques autres démons apparaissent alors au-dessus de l'académie et attaquent les étudiants, mais le sort défensif de Mathias tient toujours. Luri est découragée de voir autant de démons, et Alma lui dit de se lever car elles doivent toujours acheter du temps à Mathias. Luri comprend, et elles essaient ensuite d'attaquer les démons, mais Mathias arrive et commence à éliminer les démons un par un. Mathias demande aux démons comment ils aimeraient mourir, et les démons déclarent que Mathias ne devrait pas les sous-estimer, et ils commencent à l'attaquer. Mathias les élimine tous, et il pense que son corps est maintenant à un niveau où il peut bien se battre. Tout le monde est heureux de voir à quel point Mathias s'est facilement débarrassé des démons, et Mathias mentionne que c'est grâce à l'épée que Luri lui a fabriquée. Alma lui demande alors s'il a terminé la barrière, et Mathias mentionne qu'il a terminé de creuser le trou pour elle, et Iris et les autres s'occupent du reste. Nous voyons ensuite que les autres ont terminé toutes les préparations pour la barrière, et Mathias y ajoute une pierre magique pour l'activer. Toute la capitale est entourée d'une barrière avec cela, et les filles pensent que tout s'est passé parfaitement. Mathias mentionne qu'ils n'ont toujours pas terminé, et Iris leur dit qu'une tonne de monstres se dirige vers eux. Alma se demande si c'est à cause du sort sur le cristal du dragon, et Mathias déclare que c'est le cas, et à cause de la puissance magique émanant de leur combat avec les démons, la horde de monstres est plus importante que prévu. La scène passe ensuite aux étudiants à l'extérieur de la capitale pour affronter les monstres, et Edouard leur dit de se battre de tout leur cœur. Le combat entre les étudiants et les monstres commence alors, et nous voyons que les étudiants gagnent, et Mathias pense que les pièges qu'ils ont mis en place plus tôt sont vraiment utiles. Il mentionne que les étudiants se sont améliorés au cours des derniers mois et qu'ils ne perdront pas contre des monstres de ce niveau. Quelques monstres plus forts apparaissent alors, et Mathias mentionne que son groupe va prendre les choses en main à partir de là. Mathias et son groupe se chargent des monstres plus forts, et il rencontre ensuite un monstre appelé le Dévoreur du Vide, qui dévore les monstres autour de lui pour devenir plus fort. Les filles déclarent qu'elles devraient le tuer avant qu'il ne devienne plus fort, et Mathias mentionne qu'elles devraient le laisser dévorer tous les monstres de la région, car elles pourront tous les éliminer en une seule fois de cette manière. Mathias donne ensuite à Luri un cercle de lancement, et il lui dit de le graver dans une pierre magique, et il explique que les monstres de type absorption ne fournissent pas de bons matériaux car ils évoluent de manière déformée, alors ils vont le faire évoluer dans une direction particulière. Luri lance ensuite la pierre magique sur le monstre, et Mathias lui lance quelques pierres magiques de plus. Cela fait évoluer le Dévoreur du Vide en un monstre vraiment gros, et les filles se demandent si Mathias est sûr de pouvoir le battre. Mathias déclare qu'il le peut, et il demande à Alma et Luri de l'attaquer avec des flèches, et à Iris de viser ses pieds. L'équipe suit ensuite le plan de Mathias, et Mathias pense que la meilleure façon de battre une bête de cette taille est de l'agacer. Mathias prend ensuite l'un des yeux du monstre et lui coupe les jambes, mais le monstre se soigne. Mathias continue à infliger des dégâts au monstre, mais le monstre continue de se régénérer. Mathias utilise ensuite une attaque puissante pour décapiter le monstre, et il déclare qu'il ne devrait plus pouvoir se régénérer maintenant. Mathias mentionne que même lui est fatigué après tout ce qu'il a fait aujourd'hui, et les habitants de la ville et les étudiants sont heureux que la menace soit passée. Le soleil se lève alors, et Mathias déclare que la présence de ce monstre suggère un dragon vin vraiment dangereux, et il mentionne qu'il devra regarder quelques donjons à l'extérieur de la capitale. La scène coupe ensuite à Mathias informant Edouard qu'il va partir, et il déclare qu'il aimerait faire une étude des dragons vins. Edouard mentionne qu'il savait que ce jour viendrait finalement, et il mentionne qu'il n'y a plus rien pour Mathias à apprendre ici, mais son nom figurera toujours sur le registre de l'école dans le cadre d'un programme de bourse spéciale. Il mentionne que cette école aura une plus grande liberté pour une croissance efficace avec ses réalisations à son actif, et cela lui facilitera également la tâche pour aider Mathias sous le prétexte qu'il est étudiant ici. Mathias déclare que ce n'est pas une mauvaise offre, et il l'accepte. Luri, Alma et Iris mentionnent ensuite qu'elles aimeraient partir avec Mathias également, et Edouard leur accorde la même bourse que Mathias. La scène coupe ensuite à Mathias et à son groupe quittant la capitale, et ils disent au revoir à tout le monde de la deuxième académie. L'histoire continue,
et Luri pense que quitter la capitale pour un voyage est excitant. Mathias lui dit de ne pas oublier qu'ils ne sont pas en voyage, mais en mission pour enquêter sur les veines de dragon, et leur destination actuelle est les donjons de Melkia. Luri affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car la cité donjon de Melkia est plutôt sûre, et Mathias ne peut pas croire que les humains aient construit une ville au-dessus de donjons dangereux. Alma déclare qu'il leur faudra plusieurs jours pour atteindre la ville, alors ils devraient prendre leur temps, et Mathias mentionne que cela ne devrait leur prendre qu'1 jour, car ce n'est pas loin. Luri se demande si Mathias veut passer par la forêt de Shikirizubia, et elle mentionne qu'ils ne peuvent pas passer par là car c'est un repère de monstres. Alma mentionne qu'il y a des rumeurs selon lesquelles un monstre très intelligent apparaît dernièrement. Cela intrigue Mathias, et la scène passe à tout le monde dans la forêt. Mathias pense que c'est vraiment inquiétant ici, et il trouve étrange qu'il ne voit pas de monstre. Iris mentionne ensuite qu'elle a faim, et Alma déclare qu'ils devraient sortir quelque chose de leur ration dans l'espace de stockage. Mathias mentionne qu'ils devraient trouver de la nourriture dans la forêt plus tôt, et il part chasser quelque chose, remarquant de nombreux monstres dans la forêt qui se déplacent de manière suspecte. Il pense que quelqu'un les commande, et il pense que cela doit être le monstre intelligent. La scène coupe ensuite à Mathias revenant avec le monstre intelligent, et il déclare qu'il est déçu que ce n'était qu'un singeouisme. Mathias sort ensuite un sanglier de son espace de stockage, et il pense qu'il devrait manger cela. Alma et Luri se demandent s'ils peuvent vraiment manger des monstres, et Mathias déclare qu'ils ne peuvent pas manger tous les monstres, mais celui-ci est une spécialité. Il cuisine ensuite le monstre, et après l'avoir mangé, Alma et Luri trouvent que c'est vraiment bon. Mathias mentionne ensuite qu'ils devraient repartir, et il déclare que les monstres de la forêt sont trop effrayés pour les attaquer car ils peuvent ressentir la puissance magique d'Iris. Le groupe s'aventure ensuite dans la forêt et atteint Melkia au coucher du soleil. Il remarque que la ville semble sans vie, et Luri mentionne qu'elle s'attendait à ce qu'une cité donjon soit pleine de vie. Mathias remarque ensuite que les lampes semblent étranges, et il pense que les lampes magiques sont censées être alimentées par des magipierres, mais celles-ci semblent être directement reliées à la veine de dragon. Il pense que cet objet peut exploser, et la lampe explose effectivement. Luri demande ensuite à un vendeur à proximité pourquoi ils ont créé quelque chose d'aussi dangereux, et le vendeur déclare que c'était l'idée du Seigneur. Il mentionne qu'ils utilisaient autrefois des magipierres pour les alimenter, mais le nouveau Seigneur leur a dit que les magipierres étaient leur exportation la plus précieuse et leur a interdit de les utiliser. Mathias se demande alors si la ville est également désertée à cause du Seigneur, et le vendeur déclare qu'apparemment un puissant monstre est apparu au 10e étage du donjon. La plupart des aventuriers ont été envoyés en mission en raison des ordres du Seigneur, et personne n'est encore revenu. Par la suite, Mathias pense que le Seigneur local semble incompétent, et il pense que s'ils envoient beaucoup de personnes inexpérimentées à la chasse aux monstres, ils se gêneront mutuellement. Il remarque que les armes de cette région sont aussi de mauvaise qualité, et Luri se demande ce qu'ils vont faire ensuite. Mathias pense qu'ils devraient d'abord se rendre à la guilde, et il mentionne qu'ils auront besoin de permis délivrés par la guilde pour entrer dans le donjon. La scène coupe ensuite à Mathias et son groupe à la guilde, et il demande un permis à la réceptionniste. La réceptionniste mentionne que les permis sont délivrés par le Seigneur, et pour l'obtenir, ils doivent participer à n'importe quelle demande spéciale que le Seigneur leur demande tant qu'ils sont à Melkia. Mathias se demande si les demandes sont dangereuses, et la réceptionniste déclare qu'elles sont absurdes. Elle mentionne que des enfants comme eux ne pourront pas les gérer, et Mathias demande tout de même à la réceptionniste de lui fournir 4 permis. Une fille arrive alors à la guilde, et elle mentionne qu'ils ont un grand nombre de blessés suite à une attaque de monstres, et ils ne peuvent pas tous les prendre en charge. Elle se demande si quelqu'un ici connaît des sorts de guérison. Mathias déclare qu'il le fait, et la fille l'emmène là où se trouvent les blessés. Il remarque qu'il y a trop de blessés, et Mathias se demande pourquoi il y a si peu de guérisseurs ici. La fille déclare qu'ils en avaient beaucoup, mais le seigneur local les a chassés en disant que c'était une perte d'argent. Mathias déclare alors qu'il ne peut pas les laisser mourir à cause de ce seigneur insensé, et il mentionne qu'il sauvera tout le monde. Il commence par déterminer les blessures de chacun et leur attribue un numéro en fonction de la gravité de leurs blessures.
Il demande à son groupe et aux autres guérisseurs de lancer des sorts de guérison en fonction des numéros. Tout le monde écoute Mathias après avoir été témoin de son habileté, et ils parviennent bientôt à sauver toutes les personnes blessées. Mathias demande ensuite au guérisseur en charge pourquoi le précédent seigneur a été remplacé et s'il est décédé. Il pense qu'au vu de ce qu'il a entendu, le seigneur précédent savait ce qu'il faisait, et le guérisseur mentionne alors que le seigneur précédent est décédé dans son sommeil sans avertissement. Mathias ne peut pas en savoir plus que cela, et il pense que les démons ont dû tuer le seigneur précédent, et il y a une chance que le seigneur actuel soit aussi un démon. Il pense qu'il devra découvrir cela lui-même, et la scène passe à Mathias et ses membres du groupe séjournant dans une auberge. Luri déclare que le seigneur actuel est vraiment cruel, et Alma mentionne qu'il doit faire quelque chose. Mathias déclare qu'il est d'accord, et c'est pourquoi il écrit une lettre au directeur. Alma se demande s'il veut qu'il la transmette au roi, et Mathias déclare que c'est le cas, et il leur montre qu'il enverra cette lettre sous le faux fond de la boîte aux lettres. Il déclare qu'il a déjà mis au point cette méthode de communication avec le directeur à l'avance, et Luri pense que c'est une excellente idée, car les courriers ont probablement été inspectés, et c'est pourquoi le roi n'a pas été informé. Mathias mentionne ensuite qu'il devrait également inspecter le donjon demain, et la scène passe à eux tous en train de dormir. Mathias et Luri ne peuvent pas s'endormir, car ils sont gênés de passer la nuit dans le même bâtiment, et le lendemain matin, les autres remarquent que les deux n'ont pas dormi de la nuit. Ensuite, Mathias et ses membres du groupe se dirigent dans le donjon, et la scène coupe à eux vendant les parties du monstre fort qui a causé des problèmes l'autre jour à la guilde. La réceptionniste se demande comment ils ont réussi à le vaincre, et Mathias déclare qu'ils l'ont fait normalement, mais il n'a rien fait, ce sont les 3 filles avec lui. La réceptionniste mentionne qu'elle peut l'acheter, mais Mathias ne sera payé que lorsque le seigneur le confirmera, et Mathias comprend. La réceptionniste écrit ensuite une lettre, et Mathias remarque qu'elle informe le seigneur de leur groupe, et elle écrit que les 3 filles sont des bêtes mais que le garçon n'a pas participé à la bataille, donc il doit être un guérisseur. Iris mentionne alors qu'elle a faim, et plus tard, le seigneur ne peut pas croire qu'ils aient réussi à vaincre ce monstre. La scène passe ensuite au groupe de Mathias qui prend un repas, et Mathias remarque que certaines personnes les observent. Il quitte ensuite le restaurant, et les personnes qui les observaient les suivent. Mathias utilise ensuite la télépathie pour dire à ses amis qu'ils sont suivis par les spires du Seigneur, et il utilise un sort de dissimulation pour voir ce qu'ils font. Les suiveurs remarquent alors qu'ils ont disparu et se demandent où ils sont allés. Mathias et ses amis réapparaissent derrière eux, et ils se demandent s'ils peuvent leur montrer le chemin de l'auberge. Les suiveurs mentionnent que leur auberge est par là, et Mathias ne peut pas croire qu'ils savent où ils logent. Les spires du Seigneur prennent alors Mathias en otage et demandent aux autres de faire ce qu'ils disent. Ils mentionnent qu'ils savent que Mathias est le plus faible de tous, car il est le guérisseur du groupe, et Mathias pense que le Seigneur a reçu cette lettre. Iris bat alors tous ses sbires, et Mathias vérifie si l'un d'entre eux est un démon, et il lance un sort de traçage sur eux. La scène coupe à lui recevant une lettre du roi le lendemain matin, et ils vont ensuite rencontrer un émissaire envoyé par le roi. L'émissaire se présente comme Éek, et Mathias se demande s'il a choisi cet endroit comme lieu de rencontre pour que le Seigneur ne puisse pas le deviner. Éek déclare qu'il l'a fait, et il mentionne que le roi leur a ordonné d'arrêter le Seigneur. Mathias déclare qu'il sait que le Seigneur se trouve dans une propriété en bordure de la ville, car il a lancé un sort de traçage sur ses sbires. Éek mentionne que la propriété sera étroitement gardée, et Mathias déclare que cela ne posera pas de problème pour eux. Mathias et ses membres du groupe attaquent ensuite la propriété, et ils remarquent que les sbires du Seigneur attendent pour les embusquer, mais leur embuscade ne fonctionne pas, et Mathias parvient à les vaincre tous d'un coup. Mathias mentionne ensuite que le Seigneur doit se trouver dans le sous-sol, et il trouve une entrée secrète menant à cet endroit. Au sous-sol, Mathias confronte le Seigneur, et le Seigneur envoie ses sbires l'attaquer. Mathias les bête facilement, et le Seigneur déclare que Mathias était censé être le guérisseur du groupe. Éek dit alors au Seigneur qu'il va l'arrêter maintenant sous l'autorité du roi, et le Seigneur mentionne qu'il fera payer à Mathias pour cela. Il déclare que des choses terribles vont arriver à cette ville si quelque chose lui arrive, et Mathias assomme ensuite le Seigneur. Il dit à Éek de l'emmener pour l'interroger,
et il mentionne qu'il veut enquêter sur la façon dont ils ont découvert leur attaque, et il trouve ensuite une lettre qui parle de la décision d'arrêter le Seigneur. Ehek se demande d'où elle vient, et Mathias mentionne qu'il y a de faibles traces de magie sur la lettre, donc il y a clairement un démon impliqué. Mathias pense que les démons essayaient probablement de faire quelque chose avec le donjon de la ville, et il pense qu'il pourrait être après la veine de dragon dans le donjon. Il mentionne que la veine de dragon ici est plus grande que celle de la capitale, et si elle est imprégnée d'un sort, elle peut causer une calamité mondiale. Ehek déclare qu'il doit rapporter cela à la capitale, et Mathias et les autres ressentent alors un tremblement de terre, et Mathias pense que les démons ont déjà commencé à manipuler la veine de dragon. Mathias remarque qu'ils ont engendré une horde de monstres, qui se dirigent vers la ville. Il pense que c'est probablement ce dont parlait le Seigneur, et il mentionne qu'ils doivent éloigner les démons de la veine de dragon. Luri se demande ce qu'ils vont faire face aux monstres, et Mathias déclare que cela prendra 2 heures avant que les monstres n'atteignent la ville, et il se dépêche d'entrer dans le donjon. La scène coupe ensuite à Mathias et ses amis dans le donjon, mais ils ne voient pas de démons, et Mathias pense qu'ils ont peut-être mis en place un piège. Mathias localise ensuite la veine de dragon et remarque qu'il y a quelque chose de démoniaque à ce sujet. Il mentionne que c'est probablement quelque chose que les démons ont préparé il y a longtemps et qu'ils sont en train de finaliser maintenant. Alma se demande s'ils peuvent l'arrêter, et Mathias mentionne qu'il devrait se diviser en 2 équipes. Il déclare qu'il va affronter les démons, et il veut que Luri et les autres restaurent la veine de dragon à la normale. Luri comprend, et Mathias crée un cercle de communication dans la veine de dragon, déclarant que maintenant ils pourront communiquer de n'importe où dans le donjon. Il commence ensuite, et Mathias confronte le démon à l'origine de tout cela. Il remarque que le démon utilise un sort de communication, et il y accède. Le démon qui donne des ordres aux autres démons dit à l'autre démon que les amis de Mathias sont ceux qui interfèrent avec la veine de dragon, et il demande au démon de les éliminer et d'arrêter ses amis. Mathias pense que le démon qui donne des ordres semble être compétent en matière de sorts et de veine de dragon. Il pense qu'il pourrait avoir un combat décent et tente d'attaquer le démon, mais le démon a une barrière qui l'entoure. Le démon qui donne des ordres dit alors au démon de finir Mathias avant qu'il ne parvienne à briser la barrière, et Mathias pense que ces tactiques ont été conçues pour lutter contre une crête de l'échec. Il pense que ce démon est plus puissant que tous ceux qu'il a affrontés auparavant, et il demande à Luri d'activer le cercle numéro 14 et 17. Le démon demande alors ce qu'il devrait faire, et Mathias utilise le cercle numéro 14 pour annuler le piège dans la veine de dragon, qui échoue à s'activer. Le démon se demande quoi faire maintenant, et Mathias utilise le cercle numéro 17 pour perturber la communication dans la zone. Cela surprend le démon, et il mentionne que Mathias ne peut toujours pas lui faire de mal, car il a toujours sa barrière. Mathias attaque ensuite la barrière avec une salve d'attaque et parvient à la pénétrer avec son épée. Il dit au démon que l'idée de la barrière était la bonne, mais il n'a pas choisi la bonne, car cette barrière met une demi-seconde à se réactiver après avoir dévié une attaque. L'autre démon parvient à rétablir le contact, et le démon déclare que si Mathias était Gaius, il serait déjà mort. Mathias ne peut pas croire que le démon qui donne des ordres sache quelque chose sur sa vie passée, et il demande au démon comment il connaît son passé. Le démon lui répond que la communication n'était pas cryptée, et qu'ils peuvent voir tout ce qu'il disait. Le démon déclare que s'il avait été Gaius, il l'aurait déjà tué. Mathias ne peut pas croire que le démon qui donne des ordres connaisse son passé, et le démon mentionne qu'ils se sont bien amusés, mais qu'ils doivent maintenant passer à la suite. Le démon déclare qu'ils vont bientôt se battre, et Mathias pense que ce démon est à un tout autre niveau que les autres, et il pense que ce sera amusant. L'histoire continue, et Luri se demande s'ils vont maintenant chercher le chef des démons, et Alma se demande comment ils vont le trouver. Mathias déclare que le sort de transmission portait une trace de la signature magique de l'incantateur, et il a enregistré cette signature dans cette magie pierre. Il mentionne qu'il y a un dispositif qui peut l'aider à tracer cette signature, et ils peuvent localiser l'emplacement du démon s'ils l'utilisent. Luri déclare qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel dispositif, et Mathias mentionne que cela remonte à des milliers d'années, et qu'il l'a simplement découvert par hasard. Alma se demande où se trouve ce dispositif, et Mathias déclare qu'il est dans l'alliance de Radinia. Il mentionne que l'aide du roi facilitera le franchissement de la frontière,
et le groupe retourne ensuite à la capitale. Il se dirige vers la deuxième académie et remarque que l'école entière est en cours de rénovation. Il rencontre ensuite le directeur, et Mathias se demande ce qui se passe ici. Le directeur déclare qu'ils reconstruisent l'académie à partir de zéro, renforce les murs et érige une barrière pour résister aux attaques démoniaques. Il mentionne qu'en attendant, ils organisent des cours dans la première académie, et leurs étudiants participent également à la construction. Mathias informe ensuite le directeur du démon qui tirait les ficelles à Melkia, et il mentionne qu'ils doivent traverser la frontière de l'alliance de Radinia pour le trouver. Le directeur déclare qu'il demandera l'aide du roi, et il mentionne qu'il fera également une recommandation pour qu'il sollicite la coopération de leur guilde. Mathias remercie le directeur, et il mentionne qu'il aidera à la construction en attendant. Mathias et son groupe aident ensuite à la construction, et Iris cause plus de destruction que de construction. La scène passe ensuite à Mathias et à son groupe qui partent, et le directeur leur remet le permis pour traverser la frontière ainsi que la recommandation. Ils arrivent ensuite à l'alliance de Radinia, et Mathias mentionne qu'ils ont un problème, car l'accès à la zone contenant le dispositif est fortement restreint. Il mentionne que la signature magique y est forte, de sorte qu'ils craignent qu'une catastrophe ne se produise. Mathias mentionne qu'il n'y a qu'un seul moyen d'obtenir l'accès, c'est d'augmenter le rang d'aventurier à A. Il explique qu'ils peuvent monter en grade en passant le test de classement de la guilde locale, et il se dirige ensuite vers la guilde. Il rencontre le maître de la guilde, et le maître de la guilde mentionne qu'ils doivent être le groupe de Mathias dont il a tellement entendu parler, et il se demande comment il les connaît. Le maître de la guilde déclare que le roi d'Es a demandé une coopération internationale maintenant que les démons sont plus actifs, et Mathias mentionne qu'il aimerait atteindre rapidement le rang A. Le maître de la guilde déclare qu'il organisera pour eux le test de passage au rang A, et Mathias se demande en quoi consiste le test. Le maître de la guilde mentionne qu'ils devront se battre dans un duel simulé contre un professeur choisi, et le professeur arrive alors sur les lieux, et on découvre que c'est un aventurier de rang S nommé Geilua. Le maître de la guilde déclare qu'il n'est pas le professeur qui l'a convoqué, et Geilua mentionne que le professeur que le maître de la guilde a demandé s'est enfui. Il déclare qu'il est généreux en proposant de faire office de remplaçant, et Mathias mentionne qu'il n'a pas d'objection à l'affronter. Le maître de la guilde déclare que Mathias devrait réfléchir, car personne n'a jamais réussi un test supervisé par Geilua, et Mathias trouve cela intriguant. La scène coupe alors au lieu du test, et Geilua disqualifie tout le monde, sauf Mathias, sans même les tester, et il mentionne que Mathias va se battre contre lui. Il déclare avoir entendu parler de Mathias et de ses actes héroïques, et Mathias pense que c'était probablement son plan depuis le début. L'examen commence alors, et Geilua mentionne qu'il n'utilise pas la magie, mais que Mathias peut l'utiliser s'il le souhaite. Mathias pense que compte tenu de la signature magique de Geilua, cela semble être une perte, et il remarque que Geilua vient de lancer un sort d'amélioration physique. Il commence à se battre, et Mathias pense que Geilua utilise certainement un sort d'amélioration physique, mais il ne semble même pas réaliser qu'il le lance. Mathias et Geilua se heurtent ensuite avec leurs épées, et Mathias remarque que Geilua lance également une série d'autres sorts. Il pense que c'est incroyable comment Geilua peut lancer des sorts de manière subconsciente, et les autres sont surpris de voir que Geilua tient tête à Mathias. Geilua mentionne ensuite que Mathias semble se retenir, et il lui dit de ne pas se retenir. Mathias utilise ensuite quelques manœuvres aériennes pour attaquer Geilua, et Geilua par l'attaque. Geilua copie ensuite les mouvements de Mathias pour l'attaquer, et Mathias ne peut pas croire que Geilua peut s'adapter aussi rapidement. Mathias finit par dominer Geilua, le projetant en arrière, et le met dans une position où il doit abandonner. Geilua mentionne que c'est la première fois qu'il perd, et il se demande comment il peut devenir aussi fort que Mathias. Mathias offre à Geilua un livre qu'il a écrit sur les sorts, et il mentionne que Geilua manque de connaissances en matière de lancement de sorts, et qu'il pourrait même le surpasser un jour s'il travaille dur. Geilua se demande en quoi la magie des sorts va l'aider, car elle peut laisser quelqu'un vulnérable aux attaques, et il mentionne que Mathias n'a également lancé aucun sort. Mathias déclare qu'il l'a fait, et il mentionne qu'ils n'ont pas besoin d'incantation pour lancer des sorts. Il déclare que Geilua a également lancé des sorts de manière subconsciente, et s'il peut commencer à le faire consciemment, il pourra devenir encore plus fort. Geilua mentionne ensuite qu'il va travailler dur pour lire ce livre, et la scène coupe à Mathias quittant la ville. Geilua se demande où Mathias se dirige maintenant, et Mathias déclare qu'il se rendra dans la région restreinte des plaines d'Etelis dans la région de Folkia. Geilua mentionne qu'il a entendu dire que l'atmosphère à Folkia a changé récemment,
et les contrôles le long des routes voisines se sont renforcés. Il mentionne que Mathias peut le contacter s'il a besoin d'aide, et la scène coupe à Mathias remarquant que les contrôles semblent normaux. Les soldats au poste de contrôle donnent à Mathias et à son groupe des laissez-passer, et leur disent d'être prudents. Ensuite, Alma et Luri pensent que c'était plus facile que prévu, et Mathias mentionne qu'il y a encore des ennuis devant eux. Il mentionne qu'il y a un code magique inscrit dans ces laissez-passer, et il mentionne que la technologie de codage utilisée ici est similaire à celle utilisée par les démons. Alma se demande si ces gardes étaient des démons, et Mathias mentionne qu'ils étaient des humains. Luri mentionne ensuite que si les postes de contrôle utilisent la technologie de codage des démons, alors tout Folkia pourrait être sous le contrôle des démons, et Mathias mentionne qu'ils ont déjà quelques visiteurs. Iris se demande si Mathias veut qu'elle s'occupe de cela, et Mathias mentionne qu'ils vont les endormir, car s'ils se battent ici, cela rendra l'entrée dans la ville plus difficile. Mathias donne ensuite à Luri et Alma un artefact, et ils s'en servent pour endormir leurs visiteurs, mais ils sont également pris au piège et s'endorment. Mathias les réveille ensuite et leur dit de vérifier la portée efficace avant d'utiliser un objet la prochaine fois. La scène coupe ensuite à Mathias et à son groupe arrivant à Folkia, et Mathias mentionne qu'il peut sentir des signatures démoniaques dans la ville. Luri mentionne qu'elle peut ressentir environ 30 signatures démoniaques et se demande comment il peut y en avoir autant, car Mathias leur a dit que les démons n'aiment pas travailler en groupe. Mathias mentionne que c'est vrai pour les démons typiques, mais les demi-démons sont différents. Il explique que les demi-démons sont une branche rare de la race des démons, et ils n'ont pas de sorts spéciaux, mais ils travaillent en groupe. Luri se demande comment ils vont entrer dans la ville, car la sécurité est très stricte, et Mathias mentionne qu'il vient de trouver un passage caché qui devrait les mener directement à la ville. Ils empruntent le passage et réalisent que c'est un système d'égout. Ils continuent et Mathias détecte ensuite un garde démon. Les filles se demandent quoi faire, et Mathias mentionne qu'ils vont passer juste à côté, et il lance secrètement un sort de stupeur sur le démon, qui engourdit ses sens, puis il se dirige vers la ville. Il pense que cette ville a l'air sinistre, et Mathias remarque que les habitants sont dans une sorte de transe. Il découvre ensuite qu'ils sont sous un sort appelé paralysie de la pensée, une sorte de sort de stupeur. Luri pense que cela doit être l'œuvre des démons, et ils arrivent ensuite dans une sorte d'usine après avoir suivi les habitants, où ils constatent qu'un démon jette le sort de paralysie de la pensée sur tout le monde. Mathias déclare qu'ils vont devoir enquêter sur cette usine, et il jette un sort de protection sur les membres de son groupe pour les empêcher d'être affectés par la paralysie de la pensée. Ils agissent ensuite comme s'ils étaient sous l'emprise de la paralysie de la pensée pour entrer dans l'usine. Ils découvrent que les gens à l'intérieur raffinent une sorte de minerai, et Alma se demande ce que c'est. Mathias mentionne que c'est un minerai magique rankine, et les magies cristaux qu'ils en extraient peuvent être utilisés dans les explosifs. Il déclare qu'avec une seule tonne de ces cristaux, il pourrait faire sauter un royaume entier, mais cela prendrait des décennies pour en récolter autant. Mathias pense qu'au moins maintenant, il est clair de quoi il s'agit, et il se demande s'il y a un démon puissant possédant une vaste connaissance de la technologie magique derrière tout cela. Ensuite, Luri se demande ce qu'il devrait faire, et Mathias déclare que c'est dangereux de laisser les choses en l'état. Il mentionne qu'ils vont devoir éliminer les démons, et il mentionne qu'il peut détecter un total de 32 demi-démons dans la ville. Il montre sur une carte comment ils sont répartis, et Alma déclare qu'ils doivent séparer les demi-démons avant d'attaquer. Mathias mentionne qu'ils ne vont pas les séparer, et ils resteront dans la plage de leur conscience partagée. Il mentionne qu'ils vont utiliser leur travail d'équipe contre eux, et il explique le plan aux autres. Ensuite, les demi-démons détectent une grande signature magique inconnue dans la ville, et leur chef leur demande de s'en débarrasser. Les démons se dirigent alors vers la zone, mais ne trouvent personne. Ils encerclent la zone et se rapprochent, et quelques-uns d'entre eux parviennent à trouver Iris, mais Mathias les élimine. Les autres demi-démons découvrent cela, et ils sont ensuite éliminés un par un. Les démons se demandent ce qui se passe, et ils pensent que leur patrouille précédente n'a rien détecté d'anormal. Le chef se demande également ce qui se passe, et l'histoire revient à Mathias expliquant son plan. Il mentionne qu'il a masqué la puissance magique d'Iris lorsqu'ils sont entrés dans la ville, et qu'il va la démasquer tout à coup. Lorsque les demi-démons le remarqueront, ils se rassembleront autour d'elle. Il mentionne que les autres doivent rester en attente, mais s'ils voient les démons commencer à se regrouper, ils doivent les distraire. Mathias mentionne que le reste d'entre eux restera caché et éliminera les démons un par un, et l'histoire revient ensuite au présent, où Mathias et Iris continuent d'éliminer les démons. Mathias déclare qu'ils en ont déjà abattu 8, et les démons devraient penser qu'Iris est celle qui les élimine.
Luri et Alma distraient les démons en insufflant des magies-pierres avec un sort d'explosion et en les jetant sur eux, et Mathias les élimine. Le chef des demi-démons ne peut toujours pas comprendre ce qui se passe, et Mathias mentionne que les demi-démons sont toujours en contact les uns avec les autres, mais cela permet également la diffusion rapide de la désinformation. Mathias pense qu'en ce moment, ils doivent penser que la ville a été piégée avec des pièges, et le chef ordonne aux autres démons d'utiliser la magie pour détecter les pièges. Les démons le font, et Mathias et les membres de son groupe cachent leur magie pour éviter d'être détectés. Les démons ne peuvent pas détecter de pièges, et Mathias pense qu'ils doivent éliminer plus d'entre eux avant qu'ils ne bouclent l'encerclement. Mathias et les autres éliminent quelques démons de plus, et le chef se rend compte qu'il y a quelqu'un caché les attaquant. Mathias remarque que les mouvements des démons ont changé, et il dit à tout le monde de rester où ils sont. Il remarque que les démons se rassemblent en un seul endroit et pense qu'ils pourraient être sur leur piste. Il mentionne qu'ils vont affronter le reste d'entre eux face à face, et le chef dit aux autres démons de s'occuper d'abord de celui qui diffuse leur signature magique. Il dit que celui-ci sera dangereux à approcher car c'est un leurre, et ils devront utiliser les magies cristaux. Il mentionne qu'ils doivent éliminer l'ennemi même si cela signifie faire exploser la moitié de la ville, et Geilua arrive alors et tue l'un des demi-démons. Geilua ne peut pas croire que les demi-démons envisagent de faire exploser la ville, et Mathias remarque la signature magique de Geilua. Geilua combat ensuite le chef, et les autres démons l'encerclent. Mathias et son groupe éliminent les démons qui l'entourent, et Geilua combat le chef en duel. Le chef déclare que c'est impressionnant qu'ils aient réussi à vaincre les autres, mais il les tuera de ses propres mains. Geilua utilise ensuite un sort d'amélioration physique pour combattre le démon, et Mathias remarque que les sorts de Geilua sont devenus plus puissants. Alma et Luri arrivent alors, et Mathias mentionne que Geilua évite à peine des blessures mortelles. Geilua utilise ensuite un sort de rupture du rebond pour blesser le démon, et Mathias explique que le sort de rupture du rebond est un sort qui peut donner au lanceur la puissance de coupe nécessaire pour trancher le fer, mais il a également des conséquences sur le corps du lanceur. Le démon chef blesse ensuite gravement Geilua, mais Geilua lui demande toujours de ne pas intervenir dans ce duel, et il utilise un double coup de rupture du rebond pour blesser davantage le démon. Geilua et le démon s'affrontent dans un coup décisif, et Geilua parvient à remporter le combat, mais on voit que le démon est toujours en vie. Le démon tente ensuite d'attaquer Mathias, mais Mathias l'arrête, et il remarque que la signature magique du démon est plus puissante maintenant. Nous découvrons alors que le corps du démon est contrôlé par le chef des démons, et il mentionne qu'il va bientôt briser son sceau et revenir à la vie. Mathias ne peut pas croire que le chef démon utilisait la magie pour animer ce cadavre, et il guérit ensuite Geilua. Luri et Alma remarquent que les habitants sortent de la paralysie de la pensée, et Geilua se présente alors en tant qu'aventurier de rang S aux habitants, et il mentionne que, en vertu de la loi d'autorisation d'urgence, il prendra le contrôle de Folkia. Mathias se demande ce qu'est la loi d'autorisation d'urgence, et Geilua mentionne qu'en vertu de cette loi, un aventurier de haut rang peut prendre le contrôle si la personne en charge d'une région donnée a disparu. Geilua demande alors s'il y a quelqu'un en position d'autorité ici, et un homme se présente, et Geilua le nomme seigneur provisoire de Folkia. Geilua donne ensuite à Mathias et à son groupe leur permis délivré par la guilde pour entrer dans la zone restreinte, et il déclare qu'il doit retourner à l'entraînement, car il ne peut pas se permettre de frôler la mort à chaque fois qu'il vainc un démon. La scène coupe ensuite à Mathias et à son groupe se dirigeant vers la zone restreinte, et après plusieurs jours de voyage, ils arrivent enfin aux ruines d'une civilisation ancienne. Mathias pense qu'il a créé ces ruines dans sa vie passée, et il mentionne que le dispositif qu'il cherche se trouve à l'intérieur. Mathias imprègne alors son pouvoir magique à la porte pour révéler une entrée, et il déclare qu'il devrait y entrer. Alma mentionne qu'elle ne voit rien pour marcher, et Mathias déclare qu'ils devront sauter, et ils sautent. Les autres le suivent également, et ils trouvent ensuite le dispositif. Mathias déclare qu'il va préparer le dispositif pour l'activation, et il demande aux autres d'aller chercher quelque chose d'autre qu'ils pourraient utiliser. Les filles se demandent ce qu'il veut dire, et Mathias déclare que c'est une ruine ancienne, alors il pourrait y avoir de vieilles armes ou des trésors éparpillés. Les filles sont excitées en entendant cela, et elles fouillent ensuite les ruines. Les filles trouvent alors quelques vieilles armes que Mathias a fabriquées dans sa vie passée, mais elles ne leur sont d'aucune utilité. Mathias analyse ensuite la signature magique qu'il a enregistrée, et il remarque que le sceau est sur le point d'être levé. Il dit aux autres que cet adversaire est extrêmement dangereux, et il mentionne que le nom de ce démon est Zardia, et ils ne peuvent pas le vaincre dans leur état actuel. Luri pense qu'il doit y avoir quelque chose qu'il puisse faire,
et Mathias déclare que les astuces de base ne fonctionnent pas sur Zardia, et il a été scellé parce que même les anciens humains n'ont pas réussi à le vaincre. Mathias mentionne qu'ils pourraient le vaincre s'ils utilisaient des sorts d'immortalité sur eux-mêmes pour s'entraîner pendant des centaines d'années, et ensuite ils devraient se mettre au travail pour reconstruire la société, car Zardia l'aurait détruite pendant ce temps. Luri n'arrive pas à croire cela, et Mathias pense qu'il ne veut pas non plus en arriver là, mais il ne peut pas penser à un autre moyen de le combattre. Iris pense qu'il pourrait avoir une chance s'il y avait une arme puissante dans ses ruines, et cela donne à Mathias une idée, et il utilise la signature magique de l'une de ses armes pour suivre les autres armes qu'il a fabriquées dans sa vie passée. Il pense que s'il peut trouver cette épée magique avec cela, il pourrait avoir une chance, et il remarque que l'épée magique qu'il veut se trouve dans le trésor du palais du royaume d'Es. La scène coupe ensuite à Mathias revenant à la capitale d'Es, et il donne à Alma et à Luri une magie pierre qui peut réagir à l'épée en question. Mathias déclare qu'ils devront forcer l'entrée du trésor et justifier leurs actions plus tard, et il ressent ensuite la signature magique de Zardia, et il découvre que le sceau est brisé. Il mentionne que Zardia vient pour eux, et il doit penser qu'ils sont la seule ligne de défense que l'humanité a. Mathias déclare ensuite qu'ils sont près de la capitale, et il mentionne qu'il va affronter Zardia, et il veut qu'Alma et Luri trouvent l'épée elle-même. Luri dit alors à Mathias qu'elles vont lui livrer l'épée, et elle lui demande de s'assurer de tuer ce démon. Mathias déclare qu'il le fera, et Alma et Luri se dirigent ensuite vers le château. Dans le ciel, Iris demande à Mathias ce qu'il fait, et Mathias mentionne qu'il prépare sa première attaque contre Zardia. Il déclare que Zardia utilise un espace différent pour se déplacer ici, et il mentionne qu'il essaie de sceller cet espace pour gagner un peu de temps. Mathias utilise ensuite son épée pour essayer de sceller l'espace utilisé par Zardia, mais il échoue, et Zardia apparaît là-bas, et il pense qu'il va devoir se battre. Mathias demande ensuite à Iris d'utiliser le souffle du dragon, et il lui dit de se retirer après cela. Il mentionne que le fait de savoir qu'un dragon est proche devrait maintenir Zardia sous contrôle, et Iris utilise alors le souffle du dragon, et elle se retire. L'attaque n'effraie même pas Zardia, et Zardia mentionne qu'il attendait de rencontrer Mathias. Mathias déclare qu'il le cherchait aussi, et il pense qu'il ne s'attendait pas à ce que le souffle du dragon n'ait aucun effet du tout. Zardia déclare qu'il devrait en finir, et il croise ensuite le faire avec Mathias. Pendant ce temps, Luri et Alma tentent d'entrer dans le trésor, mais un garde les arrête. Luri tente d'expliquer aux gardes qu'elles ont besoin d'une arme du trésor pour faire face à une urgence, et le garde mentionne qu'il n'a pas reçu de telles instructions. Il affirme qu'il ne les laissera pas passer sans l'ordre du roi, et les filles disent qu'elles obtiendront la permission plus tard. Le garde ne les laisse toujours pas entrer, et les filles pensent qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'utiliser la force. Le roi arrive alors et déclare qu'elles semblent avoir une urgence. Luri explique que Mathias est actuellement en train de combattre un puissant démon au-dessus de la capitale et a besoin d'une arme du trésor pour le vaincre. Le roi dit alors aux gardes d'ouvrir les portes, et nous voyons que Mathias est toujours en train de croiser le fer avec Zardia. Zardia parvient à blesser Mathias, et Mathias ne peut pas croire qu'il a reçu cette blessure juste de la pression de ses coups. Il pense qu'il est fini s'il échoue à esquiver ne serait-ce qu'une des attaques, et il se demande combien de temps il faudra aux filles pour obtenir l'épée. Zardia déclare ensuite qu'il est déçu, et il mentionne qu'il va en finir. Pendant ce temps, Luri et Alma cherchent toujours l'épée dans le trésor, et elles parviennent à la trouver. La bataille dans le ciel fait toujours rage, et Zardia tente d'attaquer la capitale, mais Mathias la protège avec sa magie défensive. Voyant cela, Zardia réalise que Mathias doit être en train de préparer sa fin dans la capitale, et il mentionne que tant que cette barrière est en place, ses subordonnés ne peuvent pas entrer, mais certains d'entre eux sont déjà à l'intérieur. Nous remarquons alors que les démons que Mathias a tués dans la capitale sont revenus à la vie, et le démon d'Eshril fait face à Alma et Luri, mais elles parviennent à le vaincre facilement. Un autre démon se présente alors aux filles et leur demande de lui remettre l'arme. Alma et Luri remarquent que le démon retient leur camarade en otage, et Mathias ne peut pas croire que Zardia a ressuscité les corps des démons qu'ils avaient stockés dans la capitale. Zardia mentionne qu'il a ordonné aux démons de tuer les compagnons de Mathias, puis il attaque à la fois la barrière et Iris, mais Mathias ne peut pas les protéger tous les deux. Zardia dit alors à Mathias d'arrêter de protéger ses faibles, et il lui demande de montrer ce que le plus fort de l'humanité a à offrir. Pendant ce temps, les étudiants pris en otage disent à Alma et Luri de ne pas s'inquiéter pour eux et de battre le démon, mais Alma et Luri n'en sont pas capables et cèdent l'arme. Mathias se demande combien de temps il faudra encore aux filles pour obtenir l'arme, et il pense qu'il n'a presque plus de pouvoir magique. Zardia dit à Mathias de se rendre, et Mathias pense qu'il peut utiliser le reste de son pouvoir magique pour se réincarner dans le futur.
Il pense qu'à ce moment-là, Zardia pourrait s'affaiblir, et il pourrait s'entraîner au combat magique et préparer un retour. Il pense que ce serait l'option la plus intelligente, mais cela signifierait la fin de la civilisation actuelle. Mathias continue alors le combat, et en même temps, les autres étudiants de la deuxième académie viennent aider Luri et Alma, et ils parviennent à sauver les otages. Les filles laissent ensuite le combat aux autres étudiants, et dans les airs, Mathias utilise son énergie vitale pour compenser son manque de force, mais il ne peut toujours pas lutter contre Zardia. Alma lance ensuite l'épée à Mathias, et Mathias la rattrape, mais Zardia le poignarde en même temps, ce qui tue Mathias. Une lumière brille alors depuis l'épée, et Mathias revient à la vie. Zardia se demande ce qui se passe, et Mathias déclare que sa mort a activé l'épée. Zardia et Mathias continuent alors leur combat, et Mathias peut maintenant rivaliser avec Zardia. Mathias mentionne que cette épée représente le summum de son art de sa vie précédente, et la condition pour son activation est la perte de la vie du porteur. Ces effets sont la résurrection du porteur et une énorme infusion de magie. Zardia mentionne que Mathias a peut-être augmenté sa magie, mais son corps malmené ne tiendra pas longtemps, et Mathias déclare qu'avec autant de magie, son corps physique n'a pas d'importance. Zardia ne peut pas y croire et se demande qui est réellement Mathias. Mathias déclare qu'il est le plus puissant sage avec le blason le plus faible, puis il bat Zardia. Zardia mentionne qu'il a peut-être perdu, mais il n'est pas le seul démon du chaos dans ce monde, et le prochain démon vaincra sûrement Mathias. Ensuite, Luri est soulagé de voir que Mathias va bien, et le directeur pense que c'est fini. Mathias se demande s'ils vont bien, et le directeur déclare qu'ils vont bien et qu'il n'y a eu aucune perte. Mathias mentionne ensuite qu'il doit expulser la magie de cette épée, car elle est faite pour un seul usage, et il détruit une montagne avec la magie restante de l'épée. La scène coupe ensuite à Mathias et à son groupe rencontrant le roi le lendemain, et Mathias remercie le roi de les avoir laissés accéder au trésor l'autre jour. Le roi déclare qu'il n'y a pas besoin de remerciements, car Mathias a sauvé le royaume, et il se demande ce qu'il devrait lui donner en récompense. Il déclare que pour commencer, Mathias peut avoir l'épée qu'il a prise plus tôt, et Mathias est content que le roi ne lui ait pas demandé de la rendre. Le roi mentionne que l'épée ne sera pas suffisante comme récompense, et il déclare que Mathias peut jeter un coup d'œil au trésor et prendre ce qu'il veut. Mathias est d'accord, et lui et son groupe jettent un coup d'œil au trésor. Mathias déclare que tout ici est médiocre. Il remarque ensuite une flèche en adamantite et pense qu'il a également fabriqué un arc du même matériau, ce qui en ferait une excellente arme pour Alma. Mathias demande ensuite au mage avec eux s'il y avait un arc avec cette flèche, et le mage mentionne qu'il y en avait un, mais qu'il était très rouillé, alors ils l'ont vendu à une entreprise. Mathias et son groupe se rendent ensuite dans la boutique de l'entreprise et leur demandent l'arc. Le propriétaire du magasin leur montre alors qu'ils l'ont transformé en un bloc de métal et mentionne qu'ils n'ont pas pu identifier le métal, alors ils l'ont fondu. Mathias pense qu'il s'attendait à quelque chose comme ça et achète ensuite tous les blocs de métal non identifiés que le magasin a, pensant qu'il pourrait y avoir des métaux rares parmi eux. Iris remarque ensuite une pierre scintillante et mentionne qu'elle est vraiment jolie. Mathias pense que les dragons aiment collecter des objets brillants et déclare qu'il l'achètera pour Iris. Mathias remarque ensuite que Luri regarde des bijoux et achète une pierre précieuse. Édouard arrive ensuite et mentionne qu'ils ont une urgence. La scène coupe à Mathias et à son groupe dans une salle, et dans la salle, Gil leur dit qu'il y a 2 jours, ils ont reçu la nouvelle d'une attaque près de la frontière avec leur voisin, l'Empire de Syl, par 300 de ses marionnettes. Mathias remarque que le cercle de lancement sur la marionnette est assez complexe, mais que le matériau est du bois normal. Il découvre ensuite que la marionnette est alimentée par l'énergie vitale humaine et déclare que cela fonctionne en volant progressivement de petites quantités d'énergie vitale à un groupe d'êtres humains. Luri déclare qu'une seule entité démoniaque pourrait être capable d'un tel exploit, et Édouard se demande si les démons contrôlent l'Empire de Syl. Mathias déclare que cela semble être le cas, et Gil demande ensuite à Mathias de leur prêter à nouveau son aide. Mathias déclare qu'il le fera, et la scène coupe ensuite à Mathias offrant un pendentif à Luri la nuit. Il mentionne qu'il l'a fabriqué pour Luri alors qu'elle regardait les bijoux dans le magasin, et Luri déclare qu'elle le chérira toujours. Le lendemain, Mathias et son groupe partent pour l'Empire de Syl, et Édouard déclare que la force expéditionnaire les rejoindra dès qu'ils seront prêts. Le groupe de Mathias part ensuite pour leur nouvelle aventure, et Mathias pense que ce démon pourrait être un adversaire difficile, mais ils ne peuvent pas fuir, car il fait souffrir les gens. Merci d'avoir regardé l'anime en entier. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée,
et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'anime.